Alors, faire de la France le campus du monde, c'est à la fois le thème de notre table ronde, mais c'est aussi une ambition que nous avons voulu formuler en tant que chef d'entreprise. Et au-delà de ça, imaginez ce rêve. Le rêve d'étudiants qui, venant des 4 coins du monde, se précipitent en France, s'y éduquent et, forts de leurs acquis, tantôt nous quittent, mais demeurent de sérieux ambassadeurs pour notre pays, tantôt nous restent et là mettent leur talent à propos dans nos entreprises. Imaginez ce rêve de cerveau qui, alors même qu'aujourd'hui on se plaint qu'il fasse le chemin inverse, qu'il fuit l'étranger pour rejoindre nos universités et nos laboratoires, considérant que l'avenir se construit dans notre pays. Imaginez des lieux uniques, et celui-ci aujourd'hui pourrait être parmi ceux-ci, où entrepreneurs ou chercheurs universitaires réfléchissent, ça a été probablement le cas, Madame la Ministre l'a dit durant l'heure du café tout à l'heure, et œuvrent dans une démarche humaniste pour construire l'avenir. Imaginez également que dans les rankings internationaux, nos établissements, nos universités, loin d'être en queue de peloton, rivalisent avec les meilleurs, les Stanford, les Cambridge et autres MIT. Au moment où on se retrouve dans ce fabuleux endroit, formuler ce rêve, alors même que, ici, se sont écrites les plus belles pages de l'histoire académique de notre pays, ce lieu qui est fort en symbole d'ouverture, fort en universalisme également, ce lieu également où de nombreux érudits et intellectuels se sont réunis au fil des années, donne énormément de sens à notre présence aujourd'hui ici. Alors oui, notre pays pendant longtemps a été la lumière du monde sur l'excellence académique et il a probablement perdu un tout petit peu de sa superbe. Mais comme l'a dit la ministre, il nous en reste un qui est probablement le principal, c'est celui des talents. Et c'est bien cette mobilisation des talents qui nous fait dire en tant que chef d'entreprise que l'on peut passer à une forme de reconquête, ensemble, universitaires, chercheurs, chefs d'entreprise. Et que pour cette reconquête, nous allons en parler ensemble, elle se pose sur des expériences, sur des benchmarks, et c'est bien tout l'objet de notre table ronde. Avant d'introduire cette table ronde, je voudrais partager avec vous juste 2-3 convictions. La première, c'est que quand on parle d'excellence académique, c'est probablement entre académistes, mais aussi entre entrepreneurs, chercheurs, que le travail et la collaboration doivent être faits. On ne peut avoir uniquement un monde académique seul. Deuxième conviction, cette excellence académique, elle doit pouvoir s'appuyer sur des collaborations qui sont nombreuses et renouvelées avec des établissements qui sont internationaux, parce que la connaissance et les talents ne sont pas qu'au sein de notre pays. Et enfin, quand on rêve de campus du monde, revenons à la source, au principal. On parle de l'avenir de nos enfants, parfois de nos petits-enfants, et c'est bien de ça dont il s'agit. Je vous propose d'introduire notre table ronde. Très bien, merci. Merci. Oui, ça y est, ça marche. Merci Christophe Quetoir. Très heureux, allez-y. Très heureux d'animer ce débat. D'ailleurs, ici, c'est plutôt pas mal de parler de la France, campus du monde à la Sorbonne. Quand on parle d'attractivité, on pense régulièrement, loi du travail, code du travail, compétitivité, fiscalité, charges, infrastructure, etc. On pense moins que l'attractivité, elle commence sans doute par les élites, et les élites, ce sont les jeunes, ceux qu'il nous faut attirer plutôt que de les voir partir. Et ces étudiants, comment les faire venir ici, comment espérer ensuite qu'ils restent, pourquoi pas, ou quand ils partent, qu'ils fassent rayonner notre culture et notre savoir-faire, ou qu'ils reviennent un jour. Donc c'est un peu les sujets que nous allons aborder avec nos amis chefs d'entreprise, avec donc Thierry Herning, qui est président de BASF France, Michel Ginestec, qui est président de Pfizer France, Gaëtan Lermite, CEO de Compass Group France, et enfin Cyril Schieber, président de MSD France. Alors on a organisé ce débat en 2 parties. La première partie, c'est un peu un état des lieux. La deuxième, c'est quels sont les défis à relever. Et cet état des lieux que vous avez vécu tous les uns ou les autres, que vous vivez au quotidien, on va commencer à l'aborder avec vous, Thierry Herning, sur, en gros, on a aujourd'hui un système en France qui n'est pas forcément très
très lisible à l'étranger, on va le dire comme ça. Je vous passe mon micro. Vous en avez un? J'en ai un, il marche. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je tiens à dire que je suis ravi de contribuer à ces débats sur un sujet si important pour la France. J'aborderai la question de la lisibilité de notre système d'enseignement et de recherche scientifique en les reliant à deux sujets qui me paraissent fondamentaux. D'une part, celui de l'excellence de nos établissements et de nos recherches scientifiques. Ce sont clairement des atouts majeurs pour la France. Mais d'autre part, la question de la complexité et de la lisibilité de notre système, qui montre aujourd'hui leurs limites à l'aune d'un marché universitaire internationalisé. Alors, je ne reviendrai pas sur l'excellence de notre système d'éducation supérieure et scientifique. Nous avons l'école polytechnique, l'ENS, qui se distingue par le nombre de prix Nobel sortis de ses classes, 2 fois plus par étudiant que Harvard et 4 fois plus que Cambridge. Nous avons des universités également très performantes. Je citerai l'université de Strasbourg, qui est numéro 1 en Europe en chimie, dans le classement de Shanghai, et Montpellier, qui est numéro 1 en écologie, toujours dans le classement de Shanghai, et cette fois-ci numéro 1 au monde. Donc on peut être fier de tout cela. La France est le 4e pays en nombre de prix Nobel. Malheureusement, au niveau international, cette excellence souffre d'un manque de lisibilité qui empêche la France d'exprimer tout son potentiel. Un exemple, les classements internationaux. Comme vous le savez, nous avons le classement de Shanghai qui est important et qui finalement ne favorise pas les universités françaises. La première université française, qui est l'université donc Sorbonne Université, arrive en 36e position. Donc c'est bien, mais disons que on pourrait faire mieux, je pense, et l'ENS est en 64e position. Alors ces résultats décevants ne s'expliquent pas par un déficit de qualité, bien entendu, mais par des critères, les critères qui sont retenus dans ces classements et qui s'appuient sur des effets de taille, notamment le nombre de publications par établissement ou, par exemple, la taille et l'importance des budgets des structures. Et nous souffrons en France d'un morcellement assez important de notre système de recherche et d'enseignement supérieur, ce qui fait que nous avons beaucoup de mal à nous hisser dans les sommets des rankings internationaux. Alors évidemment, il y a des initiatives qui ont été enclenchées. Un bon exemple est le rapprochement entre l'université Pierre et Marie Curie et donc Paris-Sorbonne, qui a permis à Sorbonne Université de se hisser dans des meilleurs classements. Mais ça reste encore assez lent. Et nous avons d'autres pôles, par exemple le pôle de Paris-Saclay. Est-ce que ça va suffisamment vite? En fait, je pense qu'au-delà de la question de la pertinence de ces classements et de leurs critères, la question est de savoir si la France peut se permettre de ne pas en tenir compte, sachant que ces classements sont scrutés par l'élite des étudiants du monde entier, ainsi que les recruteurs. C'est le thermomètre auquel il faut que nous songions, nous, à nous adapter, et pas l'inverse, quoi. Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Je pense qu'on a déjà les réponses. Il y a une dynamique qui s'est enclenchée, mais il faut aller plus vite, parce que, quelque part, ça donne de la visibilité à nos universités du point de vue des étudiants étrangers. Alors, on continue avec cet état des lieux avec Michel Ginestet, et là, on est plus sur, l'ouverture internationale, qu'il faudrait peut-être privilégier ou mettre plus en avant dans nos structures. Oui, vous allez voir, mon constat, il est très proche de celui qui a été fait par Madame la Ministre. On est le 4e pays aujourd'hui en termes d'accueil d'étudiants étrangers, plus de 300 000. Donc on a une base solide. 40% de nos doctorants sont des étudiants étrangers. Donc on a une base sur laquelle on peut s'appuyer. Par contre, on voit des points de faiblesse. Madame la Ministre en a cité un.
Ces 320 000 étudiants, c'est principalement centré sur la francophonie. Si on veut devenir le campus du monde, il faut très clairement développer le côté langue anglaise dans l'enseignement, à la fois dans les enseignements, mais aussi dans toutes les mesures d'accompagnement. Vous considérez qu'on est toujours en déficit dans ce domaine-là en France ? Ah oui, très clairement. Quand on regarde les 320 000, les trois pays devant nous, c'est US, UK, Australie, c'est trois pays anglophones. Si on veut devenir vraiment une référence, on n'échappera pas à se développer sur le côté anglophone. On parle de l'accueil des étudiants, mais il faut aussi réfléchir à l'accueil de l'entourage de ces étudiants. Il y a des étudiants chercheurs qui ont une famille. Manque d'école internationale est souvent pointé comme facteur de manque d'attractivité. Un autre sujet qui ne rend pas les choses faciles à l'entrée, c'est qu'on a un système qui est assez étanche, assez imperméable. Il y a un manque de reconnaissance des diplômes étrangers, un manque de passerelles, un manque d'équivalence. Là-dessus, il faut y travailler. Il y a certaines écoles, certains cursus de formation, il faut avoir le bac. Le bac, il n'existe pas partout dans le monde. Donc, il faut travailler là-dessus. Dernier point, on a le savoir, je crois que c'est reconnu internationalement, mais je pense que nos universités, nos écoles, notre système éducatif manquent de faire savoir. Les universités étrangères sont beaucoup plus agressives en termes d'attractivité pour faire venir des étudiants sur leur sol à elles. Voilà quelques éléments de constat, puis dans la deuxième partie, je proposerai quelques pistes. Alors, on continue avec vous, Gaëtan de l'Hermite. Est-ce qu'on n'a quand même pas une situation qui s'améliore un petit peu ? Parce que là, on est dans les constats. Est-ce que tout est noir ou est-ce qu'il y a quand même des évolutions qui ont été plutôt positives ces dernières années ? Absolument. Non, je crois que la dynamique n'est pas aussi noire qu'on a tendance à, nous, Français, le penser. Le nombre d'étudiants étrangers... En ce moment, elle est plutôt orange, d'ailleurs, ou même jaune. Mais... Le nombre d'étudiants étrangers en France est en augmentation. 6% d'augmentation entre 2017 et 2018, donc c'est une belle dynamique. Ça reste une performance honorable qui est inférieure pour autant à certains autres pays qui pourraient nous rattraper au classement. On se focalise beaucoup sur les 3 pays anglophones qui forment le top 3, mais il y a un certain nombre de pays juste derrière nous qui pourraient effectivement nous déclasser, donc il y a un risque de décrochage réel. Mais pour autant, faut-il faire un parallèle avec la dynamique Macron que l'on évoquait ce matin, pour autant, la France reprend de l'attractivité au sein des étudiants étrangers. Ces étudiants étrangers, je reprendrai le propos de Michel Ginestet, sont essentiellement des étudiants francophones. Une autre statistique, plus de 30% des étudiants étrangers qui viennent en France sont issus du Maghreb et du Sénégal. Donc il y a une dépendance très importante de cette attractivité à la francophonie. Je me ferai l'écho du commentaire qui a été fait, qui est de dire qu'effectivement, nous devons travailler sur des cours en langue anglaise, faire venir des étudiants et leur donner, je dirais, le goût de la France et le goût de la francophonie ou du français, une fois qu'ils sont ici, et ne pas en faire une condition sine qua non à leur arrivée. Je crois que l'attractivité, ça passe par là. Ce n'est pas simplement faire venir les gens, mais c'est effectivement les conserver et les entretenir dans une fidélité pour en faire des ambassadeurs, comme disait Christophe Catoire. Donc véritablement, une dynamique qui est positive. Il y a un certain nombre d'initiatives, on en a parlé ce matin, qui ont été lancées, et Madame le ministre se faisait écho du programme Bienvenue en France, qui est même voué à devenir un label, mais des initiatives comme Choose France, comme un travail sur l'attractivité et un travail sur l'emploi, tout simplement, qui est aussi, on parle beaucoup des classements académiques, mais les diplômes, c'est effectivement un tremplin pour l'emploi. Envoyer un message économique positif et envoyer un message en termes d'emploi, c'est très important. Et dans un pays aujourd'hui où l'emploi des jeunes est 2 ou 3 fois plus élevé que la moyenne nationale, c'est effectivement une complication ou un défi de plus à relever pour l'attractivité académique. Donc du mieux, certes, mais encore effectivement, comme on le dit depuis ce matin, beaucoup de travail. Est-ce qu'il faut cibler, si je puis dire, certaines, on va continuer sur le constat, hein, mais certaines populations, c'est assez frappant de voir que par exemple aujourd'hui, un étudiant international sur 2 est chinois, absolument. Et il ne représente que 8% de nos effectifs d'étudiants. Alors ça veut dire qu'il faut cibler, qu'il faut...
Très clairement, et on parlait tout à l'heure du classement dit de Shanghai, l'absence, je dirais, d'établissements français extrêmement bien classés est sans doute aussi une conséquence. On peut effectivement déplorer le caractère très administratif d'une arrivée en France et je dirais la simplification d'un certain nombre de procédures pourrait effectivement accélérer le système, mais il est indéniable qu'aujourd'hui, dans les classements, et en particulier le classement dit de Shanghai, qui a donc un écho très important en Asie-Pacifique, la France est quasiment inexistante. Donc ça explique effectivement que 8% simplement de nos étudiants étrangers sont chinois, alors qu'ils représentent plus de la moitié des étudiants en mobilité. C'est effectivement le cas. Alors, on va continuer ce tour de table de constat, si je puis dire. Je vais vous demander d'ailleurs le micro, qu'on va changer de côté carrément. Voilà, c'est pas très pratique d'avoir 2 micros pour 5, mais bon, on fait avec. Cyril Chiver, vous êtes président de MSD France. Il y a un sujet qui revient régulièrement chez nous, c'est celui de la distance entre le monde de l'enseignement supérieur et celui de l'entreprise. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on fait aussi des choses. Quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui ? Oui, je crois que, comme mes confrères et amis l'ont dit, on a envie que le Campus France soit très ouvert, qu'il soit lisible et qu'il soit finalement, et qu'il ne pourra réussir quelque part que s'il est un lieu de rapprochement et d'échange. Et ça a été d'ailleurs dit avec l'exemple de la machine à café par Madame la Ministre. Mais ce n'est pas un exemple, c'est à la fois une anecdote, mais c'est une vraie réalité. Et on voudrait que les étudiants ensemble, entre disciplines, etc., échangent, mais on a besoin également que cet échange se fasse avec l'entreprise. Et ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet que je porte pas mal, parce que je crois qu'il y a un enjeu et une différence. On a de nombreux exemples de réussite. Ces exemples de réussite sont quand même beaucoup plus forts dans les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, évidemment, on le voit donc dans certains secteurs, les télécoms, etc. Là, on a de très belles réussites. Dans l'université, dans les sciences de la vie en particulier, qui est un domaine auquel je suis le plus confronté, c'est quand même moins vrai. Et si on veut vraiment mettre en avant et développer une excellence en termes d'université et de recherche, et du coup améliorer certains des classements, entre autres, il faut qu'on travaille ce rapprochement. Alors, moi j'utilise parfois une anecdote qui est réelle. Avant de présider MSD en France, j'étais en charge du Canada. J'étais pas 15 jours dans mon job au Canada que j'avais déjà les présidents doyens de McGill, Université de Colombie-Britannique, Toronto, etc., qui m'appelaient pour me rencontrer. Et au-delà des questions de financement des universités, c'est une vraie question de comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Après, et j'aimerais dire ça... En France, vous êtes fréquemment appelé par les présidents... Et donc j'allais y venir. Je plaide pour que l'université vienne à l'entreprise. Il faut également que les entreprises, et que nous-mêmes allions à l'université. Et moi, j'ai fait un parcours universitaire. Donc il était également naturel, je crois que je porte un peu ça, et c'est faisable. Alors ça étonne, même mes propres équipes, au début quand je suis arrivé en France, me disent, je dis je vais rencontrer les présidents ou doyens d'université, ils me disent c'est nice to do, c'est bien, mais bon, t'es certain, il faut y aller. Et on a des initiatives, on commence à avoir des belles initiatives, on en porte certaines, qui permettent de développer l'alternance. On a une trentaine de doctorants CIFRE dans l'entreprise, on n'en avait que 2 ou 3 il y a quelques années. On a développé et on a un fonds de soutien à la recherche public-privé qui est important, qui est une des initiatives majeures et uniques dans notre secteur, dans lequel on est vraiment dans la co-construction avec des équipes de recherche. Et là, mardi, on réunit 150 chercheurs, une cinquantaine d'étudiants autour de projets de recherche dans lesquels l'entreprise finance cette recherche et tant l'entreprise que les groupes de recherche académiques y gagnent. Donc c'est possible,
mais il faut mettre plus de moyens et plus d'efforts pour le faire. Mais je crois que c'est un des enjeux de la réussite à venir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de confiance? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui de confiance des étudiants, des jeunes vis-à-vis de l'entreprise? On est dans un monde un peu de défiance où les parties, si je puis dire, s'opposent alors qu'elles devraient au contraire s'accorder, quoi. Il y a un enjeu de confiance, c'est évident. C'est intéressant parce que quand on reçoit des étudiants, souvent ils nous disent, alors la pharma, en France, il y a pas mal de débats, mais souvent ils nous disent « Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que finalement j'y ai été peu exposé. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à construire. Et on ne peut construire ça qu'en créant finalement les conditions d'un rapprochement. Alors il y a un aspect qui est culturel. Il y a un aspect qui est culturel qui, à mon sens, démarre quasiment dès l'école. Moi, j'ai vécu dans une dizaine de pays. J'ai 3 enfants, ils ont un à étudier dans le système français, l'autre dans le système anglais, le troisième dans le système américain. Dans le système français, au mieux, j'avais une réunion avec les professeurs une fois par an, et si je voulais obtenir l'email d'un professeur, il fallait que je me lève vraiment très tôt le matin. Dans le système anglais, j'avais tous les emails des profs, je pouvais échanger. Dans le système américain, je prenais le barbecue avec eux le week-end. Entre les 3 exemples que je vous donne, il y a un milieu intelligent de commencer à rapprocher également les parents, des professeurs, l'éducation. C'est juste une ouverture, ça commence dès, à mon avis, l'école. Ensuite, à l'université, on a des filières d'excellence. On a clairement des filières d'excellence. Et nous, en tant que président d'entreprise, un de mes enjeux, c'est j'accueille de très très bons professionnels, mais ils sont dans un secteur. Il faut qu'on ouvre les universités et les grandes écoles pour qu'on ait finalement un écosystème d'excellence. Alors, ça, c'est un enjeu majeur. On est sur le bilan. J'aimerais qu'on passe un peu à la prospective, si je puis dire. C'est-à-dire comment se projeter, quels défis on a à relever en la matière. Je voudrais commencer avec vous, Thierry Herning. Comment est-ce qu'on travaille d'une certaine façon pour favoriser l'attractivité de la France pour les étudiants étrangers? Quelles sont les clés que vous voyez, vous? Eh bien, pour BSF, et puis pour rebondir un petit peu sur les propos de Cyril Shiver, BSF a établi un partenariat avec l'Université de Strasbourg depuis de nombreuses années. Donc, ce partenariat donc, est historique puisqu'il est lié à une relation très forte entre les équipes de Jean-Marie Laine, prix Nobel, et BSF. Et donc, nous avons aujourd'hui un laboratoire qui accueille en permanence des postdoctoraux et donc qui viennent du monde entier et qui travaillent sur des sujets pertinents pour BSF dans un environnement qui les nourrit de façon assez extraordinaire puisque c'est un environnement de très haut niveau avec 3 prix Nobel à portée de main. Et donc, de cette façon, BSF a la possibilité d'attirer des étudiants étrangers, de les former et ensuite de faire en sorte qu'ils puissent choisir de venir rejoindre BSF pour faire une carrière chez BSF. Donc ça, c'est une expérience très, très importante pour BSF et très riche. D'autre part, nous investissons dans cette université au travers de notre contribution à la Fondation, qui nous donne accès à toute la richesse des sujets et des recherches réalisées à l'Université de Strasbourg. Et nous sommes également très impliqués à un autre niveau, au niveau stratégique, donc de l'Université de Strasbourg, puisque nous faisons partie du Conseil d'orientation stratégique de l'université, et c'est là que nous sommes en mesure justement d'apporter un peu notre vision et notre pragmatisme industriel. Mais concrètement, à quoi aujourd'hui les étudiants internationaux sont confrontés? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets, par exemple, de procédures d'émigration à mettre en place plus simples? Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a tout le côté, si vous voulez, pratique, parce que vous passez des accords, vous supportez, voilà. Mais est-ce que au niveau du fonctionnement quotidien, les choses sont faites comme elles devraient l'être? Oui, alors on l'a dit précédemment, déjà il y a donc la simplification des procédures administratives qui est un élément essentiel.
Il faut également angliciser nos cursus universitaires de façon à ce que l'anglais ne soit pas un élément bloquant. Par contre, il y a un autre aspect, c'est qu'il faut vraiment se poser la question sur l'employabilité de ces étudiants en France une fois qu'ils auront terminé leurs études. Et souvent, ça devient compliqué. Il est parfois difficile pour eux de trouver un travail à l'issue de leurs études, alors que lorsque vous avez des enfants qui vont étudier aux États-Unis, en général, vous avez de fortes chances pour qu'après leurs études supérieures, ils trouvent un job là-bas et qu'ils y restent. Donc ça, en France, c'est un petit peu dommage. Les étudiants qui travaillent donc dans nos universités, une fois qu'ils ont terminé, une fois qu'ils ont appris tout ce qu'ils pouvaient apprendre, ils repartent dans leur pays. Donc, il y a un avantage évidemment, c'est qu'ils gardent le contact avec la France d'une certaine manière, mais c'est un peu dommage que nous nous privions justement de ces talents parce que nous n'avons pas, comment dirais-je, un système juridique qui permet justement de leur faire rester donc dans le pays. On va continuer sur les défis. Michel Ginestet. Alors attendez, je vais vous passer le micro. Voilà. Oh bah allez-y. Alors hop, on saute d'un cran. Gaëtan. La question, c'est toujours sur l'angle des défis, si je puis dire. Et pour ce qui vous concerne, on en était où? Voilà. Sur cette thématique du rapprochement entre le monde de l'entreprise et de l'enseignement supérieur, est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce que... Je crois que c'est le défi numéro 1 finalement. Il faut qu'on arrive à assortir le bagage académique de débouchés professionnels concrets. On en revient à la problématique de l'emploi. Et on évoquait tout à l'heure le phénomène de la confiance. Vous disiez, est-ce que effectivement les étudiants, est-ce que les nouvelles générations font confiance à l'entreprise, etc., etc. On peut se poser la même question de l'autre côté, c'est-à-dire effectivement, est-ce que les conditions sont créées, est-ce que les conditions sont réunies pour que des passerelles solides et pérennes existent entre l'enseignement supérieur et l'entreprise. On pourrait presque y rajouter en triptyque, pour reprendre les propos de Madame le ministre, la recherche. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'axes sur lesquels il nous faudrait plus travailler. Très clairement, on est coincé dans une dichotomie entre le système grande école et le système universitaire, où on observe des comportements et des liens avec l'entreprise qui sont très très différents. Et en termes d'attractivité, ça se ressent. Puisque dans les grandes écoles françaises aujourd'hui, vous avez près de 30% des étudiants qui sont des étudiants étrangers. Je vous rappelle que la statistique au niveau France, c'est 12%. Donc c'est que très clairement, ces grandes écoles attirent beaucoup plus d'étrangers que notre système universitaire. Donc là aussi, il faut établir effectivement les conditions de cette rencontre avec l'entreprise. Le financement est par exemple une question qu'on peut se poser. Les financements privés au bénéfice de l'enseignement supérieur, la moyenne dans l'OCDE, c'est 6%. En France, c'est 2%. Et si vous prenez l'Allemagne, on est à 15%. Donc là, par exemple, on peut se poser une question en responsabilité des entreprises. Participons-nous à créer les conditions de cette rencontre entre l'enseignement supérieur et l'entreprise? Économiquement, peut-être pas suffisamment. D'accord ? Ensuite, la confiance, elle s'établit aussi dans la pertinence des formations qui sont proposées par les établissements. Moi, je suis très surpris, et c'est le cas au sein de Compass Group France aujourd'hui, des efforts qui sont déployés par les ressources humaines pour créer, je dirais, nos véhicules de formation en interne. Parce qu'on ne trouve pas de façon pertinente la formation ou les diplômes qui correspondent aux enjeux que nous rencontrons. Donc le monde change, on l'a dit ce matin, on a des populations qui vont changer plusieurs fois d'entreprise et peut-être plusieurs fois de métier dans leur vie, mais on a aussi un enseignement supérieur qui délivre les mêmes diplômes qu'il y a un certain nombre d'années, ou qui, du moins, pour un certain nombre d'acteurs, et c'est le cas pour Compass Group en France, sur un sujet qui est tout simplement la cuisine, on a une pénurie, je dirais, d'effectifs et de profils aujourd'hui en France, et on ne produit pas effectivement d'étudiants en nombre suffisant pour répondre à notre demande. Et ceux qui effectivement sont des produits du système universitaire français ne correspondent pas en termes de bagage académique aux besoins que nous avons sur le marché.
Donc là, très clairement, il faut établir un lien pérenne, qui est un lien d'échange, qui est un lien de confiance. Il y a des initiatives qui ont été lancées, je vous en citerai une, qui concerne l'apprentissage. On y a fait référence ce matin, très rapidement. Compass Group France fait partie du GAN, qui est une coalition d'entreprises au niveau mondial pour promouvoir effectivement l'apprentissage. Le premier constat qu'on a fait effectivement ces derniers mois, c'est qu'on a accumulé un retard très significatif par rapport à d'autres pays européens quant à notre capacité à intégrer des étudiants, qu'ils soient étrangers ou français d'ailleurs, au sein de nos entreprises en alternance. Okay. Aujourd'hui, ça représente chez Compass Group France à peu près 300 personnes chaque année. Notre objectif, c'est de doubler ce chiffre dans les 5 ans qui viennent. Mais véritablement, là encore, c'est un acte fort de confiance et de passerelle solide entre les deux mondes. Sans des engagements concrets de cette nature, au sein de nos entreprises, je crois que nous resterons, je dirais, deux mondes à part, en parallèle. L'attractivité passe par notre capacité à travailler ensemble pour faire bouger les choses. Oui, je voulais vous demander votre réaction, Michel Genestet, là-dessus. Je vais rebondir sur 2 points que tu as développés. Il y en a un, je l'avais abordé l'an dernier pour ceux qui étaient aux États de la France avec Muriel Pénicaud, c'est justement ce débat sur l'adéquation entre les formations et les attentes des entreprises. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, ce dialogue est insuffisant. Aujourd'hui, pour développer une filière, il faut à peu près 5 ans. Si vous parlez d'une filière de 3 ans, ça veut dire que les premiers étudiants, ils arrivent sur le marché 8 ans après. On est tous confrontés à des évolutions des métiers qui vont beaucoup plus vite que ça, donc il faut raccourcir ces délais. Dans la branche pharma, on essaie de le faire avec certaines facs de pharmacie, où on ajuste tous les ans les cursus de formation pour intégrer certains nouveaux sujets. Et le deuxième point sur lequel je te rejoins complètement, c'est l'alternance. C'est un levier très fort d'intégration et de lien entre la formation et l'entreprise. C'est un sujet sur lequel je pousse très fort à l'intérieur de mon entreprise. Et là aussi, la branche, à travers le LEM, s'est fixé comme objectif de doubler le nombre d'alternants qu'on emploie dans la branche pour atteindre un total de 5000 alternants par an, ce qui est quand même un fort levier d'intégration de ces étudiants. Et on le sait, les alternants, la probabilité qu'ils aient un job tout de suite derrière, elle est très très élevée. Alors Cyril Chiver, je voudrais qu'on revienne avec vous un peu sur, je vais prendre le micro, sur comment dire, notre façon très silotée, si je puis dire, d'organiser les études en France. Est-ce qu'il faut décloisonner? Est-ce qu'il faut... Oui, je pense d'ailleurs ça permet de rebondir sur ce que Michel vient de dire aussi. C'est vraiment la possibilité finalement de passer d'un système où on a des filières d'excellence à un écosystème d'excellence. Tu donnais l'exemple de la pharmacie. Si on prend dans les études de santé la partie, on va dire, médicale, on accueille un jeune médecin aujourd'hui encore sur les parties plus numériques, digitales, sur les sciences sociales. Les sciences sociales. Il n'y a pas assez de formation. Donc, et ça, c'est parce qu'on a des cursus également où il y a peu de passerelles. On a beaucoup parlé récemment dans le futur de passerelles qui vont se créer pour pouvoir aller d'une filière à une autre. Donc je crois qu'il y a un vrai besoin de réfléchir autour des universités, et vous avez mentionné les rapprochements d'universités, à un écosystème d'excellence. Et la deuxième chose, je crois, à l'intérieur de cet écosystème, pour rebondir sur un des points qui est finalement dont on parle là, c'est l'obsolescence très rapide de nos compétences. Quand on a démarré nos carrières, ce qu'on a appris, on l'a utilisé pendant pas mal de temps. J'étais avec un certain nombre de mes collaborateurs, on a à peu près 30% de millénium dans l'entreprise aujourd'hui, et je l'ai regardé il y a quelques jours et je me disais, mais la vitesse à laquelle l'apprentissage se fait et ce qu'eux ont appris et ce dont ils vont avoir besoin dans 5, 10, 15 ans va évoluer à une vitesse. Donc on a un besoin dans l'entreprise de pouvoir envoyer ces personnes à l'université, dans les écoles, continuellement se former. Et c'est vrai que quand on construit nos programmes, c'est parfois plus évident d'aller à l'étranger,
qu'en France. Vous trouvez qu'en France, vous êtes tous d'accord là-dessus, d'ailleurs, sur le fait qu'en France, on a tendance à séparer très fortement ce qui est apprentissage fondamentaux et formation derrière, et que les choses ne sont pas suffisamment entremêlées, si je puis dire? Je pense, oui. Là, on a monté un programme nous-mêmes avec l'Université Dauphine, qui est un programme qu'on a défini, qui permet d'apporter toute une formation en continu pour certains nouveaux métiers dont on a besoin. Et si les collaborateurs choisissent d'ajouter certaines classes, le programme devient diplômant. Et je crois qu'il faut pousser ce type de réflexion entre la formation et le... Oui, tout à fait d'accord. Et je voudrais juste partager une expérience que j'ai faite il y a de nombreuses années, puisque c'était pendant mon post-doctorat au Japon, à l'université de Tokyo. Et donc j'étais dans un gros laboratoire qui travaillait sur les biocapteurs. Et donc j'ai été très surpris d'arriver dans ce laboratoire et de voir que finalement un tiers des personnes étaient des ingénieurs issus de l'industrie qui prenaient 3 années sabbatiques de l'industrie pour venir travailler à l'université, dans les laboratoires de recherche, pour acquérir de nouvelles compétences. Et donc ça existait déjà il y a 30 ans, et donc c'était surprenant, et je pense que c'est assez rare, je pense, de voir ça en France. Sont capables de faire ça en France? Oui, il y avait sur 40 personnes dans le laboratoire, il y en avait un tiers, c'était des personnes détachées de Mitsubishi Kasei, de toutes sortes de sociétés japonaises. Et donc, ils passaient 3 ans. 3 ans dans le laboratoire pour travailler sur des sujets qui n'étaient pas forcément des sujets imposés par l'industrie, mais l'objectif, c'était de faire acquérir aux étudiants, aux ingénieurs, de nouvelles compétences pour rester un petit peu dans le coup. Dans le jus. Alors, qui veut... on va peut-être changer un peu de côté, allez hop. Vous vouliez réagir sur peut-être vous, Gaëtan? Avec plaisir. Moi, je voudrais rebondir sur les aspects de collaboration. Je crois que le passé récent, l'arrivée de nouvelles générations a créé de nouvelles passerelles. Et on a parlé ce matin du fait qu'un nombre grandissant d'étudiants voulaient devenir entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on a une activité autour de la French Tech qui est extrêmement foisonnante. Je suis sûr qu'on en reparlera dans la table ronde suivante. Mais on a réussi à établir les conditions d'une relation grâce à ce nouvel écosystème qui est directement issu finalement de l'enseignement supérieur, autour d'initiatives comme BPI Inno Generation, autour d'initiatives comme l'établissement de la station F, etc., où véritablement on a un certain nombre de ces très jeunes pousses, de ces très jeunes entreprises qui viennent nous voir et qui trouvent les ressources d'innover avec nous et de venir finalement compléter notre dispositif qui, nous, est plutôt l'échelle, la taille, la masse critique, les moyens, et eux plutôt les idées, l'agilité, la flexibilité. Et je pense que ce modèle-là est un modèle que l'on devrait poursuivre pour redescendre un peu plus profondément dans l'enseignement supérieur et véritablement y prendre racine. Et je crois qu'on a tout à fait les moyens de travailler ensemble et de compléter nos dispositifs. C'est véritablement l'espoir qui a pu naître, je dirais, ces 4-5 dernières années avec l'émergence de cet écosystème nouveau. Très bien. Écoutez, je crois qu'on va terminer sur ces mots ce tour de table parce que nous allons maintenant accueillir le président de l'École Polytechnique et c'est M. Catoire qui va nous présenter ce témoignage de Éric Labbé. Merci beaucoup. Alors il est temps effectivement d'accueillir cher Éric. Vous venez d'assister à un débat et je pense que vous n'allez pas manquer de réagir par rapport à ce que vous y avez entendu. De ceci, néanmoins, je voudrais juste retenir quelques messages clés qui ont pu être repris dans la table ronde. Le premier, c'est ce fameux rapprochement de l'université et de l'entreprise. Et notamment sur le principe de dire qu'aujourd'hui, alors même que l'alternance est fortement rentrée dans l'enseignement supérieur des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, l'université manque encore de cette collaboration avec les entreprises. La deuxième, elle a été citée à plusieurs reprises, c'est que nos écoles d'ingénieurs, qui sont parmi les meilleures au niveau international, collaborent entre elles. Là où souvent elles délivrent des diplômes en travaillant de manière quasi unique et quasi seule. Et la troisième, c'est de pouvoir donner une meilleure lisibilité à l'international, à notre enseignement supérieur, à nos universités,
Parce qu'un des challenges, c'est d'attirer le meilleur corps professoral, les meilleurs chercheurs, mais aussi les meilleurs étudiants. Donc voilà peut-être quelques conclusions simples. Je pense, cher Eric, que ça fait partie des ambitions pour lesquelles vous avez été appelé à la présidence de l'École polytechnique. D'ailleurs, à ce propos, Jean-Pierre Letartre, ce matin, se félicitait qu'au titre de Business France, le gouvernement ait fait le choix de prendre quelqu'un qui vienne du monde de l'entreprise pour présider cette institution. Je pense qu'il en est de même pour vous, qui avez eu une carrière importante chez McKinsey. Probablement que ça participera à réduire cet écart entre monde universitaire et monde de l'entreprise, ou plus exactement, à rapprocher ces deux mondes. Votre première tâche a été aussi, avec New Uni, pour compléter la présentation, de rapprocher sur un seul site, le fameux site de Paris-Saclay, de prestigieux établissements. Bien sûr Polytechnique, mais aussi l'ENSTA ParisTech, Télécom ParisTech, Télécom Sud Paris, et au-delà de ce rapprochement, de nouer des partenariats avec des entités complémentaires, à savoir Mines Télécom, le CNRS et un certain nombre d'autres établissements de recherche. Bref, à la fin de notre table ronde, nul mieux que vous ne pouvez conclure cette table ronde et nous apporter vos commentaires. Je vous invite à me rejoindre. Merci beaucoup, cher Christophe, pour ces mots d'introduction. Et mesdames, messieurs, très heureux d'être ici et honoré d'être dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour échanger justement sur la dynamique actuelle de l'enseignement supérieur. Comme Christophe vient de le rappeler, je suis arrivé à l'École polytechnique, ou revenu en tout cas comme président maintenant il y a 2 mois, après une vingtaine d'années dans des conseils d'administration, à travailler sur la transformation de l'innovation française. Et là, le défi est effectivement d'emmener l'École polytechnique vers un leadership mondial, et donc avec tous les sujets justement qui ont été abordés, sur lesquels je vais commenter une partie des actions que nous avons en cours, parce que mon message principal, c'est que je pense que le constat est clair, mais la dynamique aussi est claire. Je vais prendre l'exemple de l'École polytechnique, qui est celui que je connais le mieux, mais les intervenants l'ont mentionné. Je pense qu'il y a une dynamique en cours de transformation qui est réelle. Et la vraie question va être la question du niveau d'ambition, de la vitesse et de la gouvernance. Puisque si on évolue sur ces 3 éléments, vu les actifs que l'on a dans le pays, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne peut pas effectivement être le campus du monde avec le rayonnement que nous voulons avoir. Alors je vais donner des éclairages sur 5 points qui ont été mentionnés. Le premier, on a parlé beaucoup de lisibilité. Et effectivement, venant en tout cas d'une école d'ingénieur, c'est vrai que le cycle ingénieur, aujourd'hui, il n'est pas forcément, je dirais pas reconnu, mais visible en tout cas dans le monde entier. Il est visible individuellement. C'est-à-dire que tout ingénieur français, généralement dans le monde entier, est absolument apprécié. Par contre, le diplôme en tant que tel ne l'est pas toujours. Là, il y a deux domaines à travailler. Le premier, c'est un peu de marketing. Ça a été mentionné. Je pense que expliquer ce qu'est un diplôme d'ingénieur français, par une institution française, il y a un élément de pluridisciplinarité, et quand on relie à ce que demandent actuellement les entreprises, elles demandent de plus en plus de la pluridisciplinarité. La recherche aussi est de plus en plus pluridisciplinaire, et de certaine mesure, on était peut-être en avance de phase, on a des choses à apporter, puisqu'on a des élèves, des ingénieurs, qui justement ont été formés par la pluridisciplinarité, et donc qui ont des choses à apporter vraiment, vraiment spécifiques. Évidemment, il faut aussi l'évoluer, puisque les compétences de demain ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc, il y a de fortes évolutions à la fois dans les modes d'apprentissage, dans les compétences que l'on doit avoir dans le cycle ingénieur, mais on a tout simplement aussi à continuer à le faire rayonner. Mais le plus important au-delà de ça, c'est aussi de s'adapter à l'environnement mondial. Européen, LMD, environnement anglo-saxon, bachelor, master, PhD. Et là, l'École polytechnique a fondamentalement et fortement avancé les dernières années. On a créé un bachelor. On a eu des masters, mais on a maintenant aussi des graduate degrees, des masters en sciences et technologies. Et évidemment, le doctorat que l'on a depuis des années, on le renforce en créant un peu une graduate school qui va emmener les masters au doctorat. Et tout ceci en anglais. C'est un des points qui a été abordé tout à l'heure. Ces nouveaux programmes sont en anglais. Et donc la lisibilité, et je vais y revenir aussi un peu l'attractivité, a été renforcée, puisque quand on parle de bachelor, de master, de PhD dans le monde entier, là tout le monde comprend, et donc se dit, tiens, finalement, considérons l'École polytechnique et l'environnement comme totalement attractif. Donc mon message ici, c'est qu'il faut continuer à innover en tant qu'institution française et à se projeter dans un environnement international. Deuxième élément, l'attractivité. Alors là, l'attractivité,
on a maintenant, même le cycle polytechnicien, on a 25% d'élèves étrangers, donc qui passent par des voies de concours, par des concours spécifiques, mais on a déjà 25%. Et dans tous les nouveaux programmes, nous sommes à 70%, 60-70% en bachelor, en master, en doctorat, d'étudiants étrangers. Donc très clairement, les nouveaux cursus sont en tout cas attractifs, et ceux qui viennent nous voir, ils considèrent maintenant Imperial College, Cambridge, McGill ou École Polytechnique. Alors certains vont à McGill quand même ou à Cambridge, mais maintenant on en a une bonne partie de ceux qu'on va admettre qui viennent chez nous, d'ailleurs une grande partie, parce que la lisibilité a aidé à renforcer l'attractivité. On a aussi plus de 40% de professeurs étrangers, 80 professeurs invités tous les ans qui viennent du monde entier. Donc là, cet élément-là de campus du monde, il y a déjà une certaine dynamique, il faut simplement continuer à le renforcer et accélérer sur l'attractivité. Le point essentiel, et la ministre l'a mentionné, en particulier pour les chercheurs, sont essentiellement liés à des questions, je veux dire, d'administration, mais également, ça n'a pas été trop mentionné, d'avoir des campus, je veux dire, accueillants. C'est-à-dire que, et là je ne compare pas uniquement aux campus américains, aussi même vous êtes dans les campus européens, chinois ou autres, on a encore une étape à franchir pour rendre nos campus, en gros, des lieux de vie où tous les étudiants ont envie d'être à tout moment. Aujourd'hui, c'est très souvent des lieux d'enseignement, des lieux de rencontre aussi, mais je veux dire, améliorer et faire une étape majeure pour rendre nos campus attractifs internationalement, pour moi, est aussi important, je dirais, que continuer à développer les formations et bien entendu développer la recherche, puisque c'est une condition sine qua non pour attirer les meilleurs chercheurs et aussi pour attirer les meilleurs étudiants, puisque c'est un peu le feedback qu'ils donnent en disant « bon, c'est bien, mais ça pourrait être mieux ». Donc là, j'y reviendrai, ça a des implications, je veux dire, économiques non négligeables. Troisième élément qui a été mentionné, c'est la visibilité. Alors là, on a parlé du classement de Shanghai. Il y a aussi deux autres classements quand même qui sont intéressants. Parce que Shanghai, c'est un classement extensif, c'est-à-dire, comme il a été mentionné, qui est sur des nombres en absolu. Il y a deux autres classements qui sont THE, Times Higher Education, et QS, qui sont des classements intensifs, où là, on commence à regarder plutôt des ratios. Donc qui permet à des institutions un peu plus petites, mais néanmoins performantes, parce que les étudiants sont très employables, que la recherche est par chercheur est très bien, mais qui justement ajoute aussi l'employabilité qui n'est pas dans Shanghai. Shanghai, c'est vraiment un indicateur de recherche. Les autres sont plus des indicateurs mixtes d'une institution de l'enseignement, de la recherche internationale. Et là, effectivement, il y a 3 Français à peu près dans les 3 premiers, Sorbonne, PSL et École Polytechnique. Effectivement, on est entre la 30e et la 100e place. Si on veut être considéré, d'ailleurs maintenant, pas mal d'entreprises chinoises disent si vous n'êtes pas dans les 30 ou 40 premiers mondiaux, c'est pas le sujet. Enfin, on va vous considérer peut-être un petit peu moins que si vous êtes dans les 30 ou 40. Donc l'élément, ça va être d'emmener ces institutions dans les 30-40 premiers. Et là, un des éléments, en tout cas pour nous, qui est important, c'est la visibilité de la recherche. Pas la qualité, la visibilité. C'est-à-dire que les chercheurs, en tout cas, et donc on a 22 UMR avec le CNRS, Antoine Petit, je sais, interviendra après, c'est comment est-ce qu'on rend la recherche beaucoup plus visible, plus de publications, des journaux différents, etc. Donc là, on travaille, nous, avec les laboratoires dessus. C'est de nouveau pas une question de qualité, ça a été très bien dit, la qualité de la recherche française est excellente. Par contre, sa visibilité, je dirais presque un élément de marketing encore, si je reprends ce terme derrière, on fait des choses absolument incroyables. Là, depuis que je suis arrivé, j'ai visité une dizaine de laboratoires, et il y a des choses que, évidemment, sont remarquables, mais ne sont pas forcément connues. Le fait que mécanique et santé sont en train de travailler ensemble, de nouveau l'interdisciplinarité, avec des choses qui permettent vraiment de changer le monde. Donc il y a l'aspect purement, je vais dire, académique, visibilité académique, mais aussi visibilité dans le monde des décideurs de ce que fait la recherche, parce que ça aussi, ça sera important pour les classements. Au-delà de visibilité aussi, les partenariats, et donc comment est-ce qu'on... Les meilleurs mondiaux travaillent avec les meilleurs mondiaux. Donc à ce niveau-là, j'étais ici il y a une quinzaine de jours, on a une alliance par exemple avec Columbia, la Sorbonne et Sciences Po, justement pour avoir des degrés communs, des recherches communes. On travaille avec Eurotech, on est avec 5 autres universités européennes, dont le PFL, dont la TUM à Munich, DTU à Copenhague, à Eindhoven, le Technion, pour se dire finalement comment est-ce qu'on pourrait développer un diplôme d'ingénieur européen. Quand même, il y a des spécificités à l'Europe. Le président était ici il y a 1 an en parlant d'université européenne. Eh bien, comment est-ce qu'on peut répondre justement à ces appels à projets d'université européenne avec des programmes entre nous, où on va prendre le mieux de chacun et permettre à tous les étudiants de justement pouvoir peut-être faire un tour d'Europe en étant exposés à diverses façons d'enseigner, de faire de la recherche, etc.
Et puis un dernier élément, un dernier exemple, on est partie prenante d'un programme de grandes écoles qui a été monté il y a quelques années, SPITE, à Shanghai avec Jiao Tong, qui est de former des ingénieurs chinois selon les approches françaises. Et là, qui se développe très très bien, on est avec Télécom Paris Tech, Ensta Paris Tech, Mines Paris Tech et l'École Polytechnique. Donc ce type de partenariat, je ne vais pas tous vous les donner, mais qui sont très opérationnels, qui sont aussi d'emmener, et la ministre l'a mentionné, d'emmener aussi une partie de notre savoir-faire, et qui résonnent très très bien dans d'autres parties du monde, quand on se met tous ensemble justement, et qu'on le façonne avec l'université locale, pour se dire en quoi ça peut répondre à vos besoins, et former les compétences dont vous avez besoin. Et le dernier élément de visibilité que je mentionnerai, c'est l'entrepreneuriat, puisque toutes les grandes institutions mondiales sont connues pour leur formation, pour leur recherche, mais aussi pour leur contribution à l'innovation. Et donc là, l'École Polytechnique a pas mal avancé les dernières années, a créé son incubateur. Maintenant, on a à peu près une quarantaine de startups qui sont sorties. Mais bon, de nouveau, quel est le rayonnement qu'on peut avoir avec ça? Comment est-ce qu'on s'assure que le lien recherche-étudiant, extérieur, entreprise et capital se fait bien? Comme je disais, là, on a commencé. Je pense qu'on n'est pas encore au niveau des meilleurs, mais on a déjà des bases très très solides pour continuer à avancer et avoir vraiment un rayonnement, en tout cas en termes de quantité. Quand je mentionne ça, c'est le rayonnement en termes de quantité. La qualité des startups est excellente, mais la quantité devrait être beaucoup plus importante au vu de la qualité et de l'empreinte de recherche que nous avons autour de l'École Polytechnique. Donc là, le challenge autour de cette visibilité, c'est de travailler sur tous ces différents éléments que je mentionnais, et puis de s'assurer aussi que c'est connu. De nouveau, la communication, la projection internationale des universités et des écoles françaises, en tout cas, on le fera pour l'École Polytechnique, je pense, peut être beaucoup plus forte, et du coup renforcer la visibilité des différentes marques. Et on peut le dire ici, sachant que je pense que la plus belle marque connue et institution connue française et internationale, c'est la Sorbonne, on le voit tous quand on est dans les différents pays du monde. Et donc il faut justement que les autres aient la même type de reconnaissance par l'action qu'ils ont. On a parlé, quatrième point, des regroupements. Alors effectivement, on a signé une coopération avec 4 autres écoles qui ont été mentionnées tout à l'heure pour lancer ce qu'on appelle aujourd'hui une uni, c'est un nom de code. En janvier, on va avoir un nom un petit peu plus porteur, mais qui est vraiment de regrouper des écoles complémentaires. On a 3600 étudiants en Polytechnique, l'ensemble ici c'est 8500, 9000, on va arriver vers 10 000. 10 000 c'est la taille de l'EPFL, 12 000 c'est la taille du MIT. On retrouve là en gros une masse critique surtout du côté des départements qui vont justement pouvoir, que ce soit dans les différents départements fonctionnels ou autour du digital et autres applications, pouvoir travailler ensemble, pouvoir justement faire des formations que l'on pourra échanger entre les différentes écoles. Et on va continuer, et surtout on va développer les bachelors, les masters, les PhD ensemble. De nouveau, je reviens à la visibilité, attractivité, c'est là où la masse critique aide d'avoir une offre en commun où on met ensemble toutes nos compétences pour avancer. Donc ça, c'est en convention signée. Le gouvernement travaille actuellement sur l'ordonnance qui permet justement, je parlais de gouvernance, d'avoir des instituts qui se créent de façon un peu expérimentale, où on met justement, en fonction des différentes caractéristiques, on va après travailler quand l'ordonnance est terminée pour établir une uni et l'avoir opérationnelle l'année prochaine. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une même ambition, des mêmes valeurs, une même vision du monde, et donc ça permet d'avancer assez vite pour mettre tout ceci ensemble. Et enfin, mon dernier point, sur lequel je voulais réagir, c'est les entreprises. Ça a été évidemment profondément mentionné. Je le disais tout à l'heure, recherche, formation, entrepreneuriat, lien avec les entreprises, c'est ce qui fait justement se développer l'innovation et puis le développement économique derrière. Historiquement, les grandes écoles sont quand même assez proches des entreprises, mais il y a toujours un potentiel d'amélioration très très fort. Et là, il faut travailler sur des différents axes. Il y a les axes d'intervention, avoir des personnes de l'entreprise. On a à peu près, je crois, 100-120 personnes de l'entreprise qui viennent justement participer à la formation. C'est aussi les projets, les stages. On sait bien qu'aujourd'hui, le mode d'apprentissage est multifacette. Il n'y a plus uniquement l'amphithéâtre, il y a le stage, il y a le projet de recherche, le projet de formation, beaucoup d'expériences différentes dans lesquelles l'entreprise peut apporter quelque chose. Ce sont des chaires, on a à peu près une petite trentaine de chaires, 28-29 actuellement, qui contribuent justement à la recherche, à avoir des post-docs, enfin des doctorants et des post-docs, et donc fait avancer la recherche, où justement l'académique pure et l'entreprise sont ensemble, et donc apprennent les uns des autres, et jusqu'à maintenant ça a été très très bien reçu, et là au contraire c'est en accélération aujourd'hui, et avec une trentaine on peut couvrir du coup pas mal de terrain. Bien entendu c'est aussi des contrats de recherche, c'est là où d'ailleurs
l'école polytechnique et même NUUNI globalement est un petit peu moins développée vis-à-vis des internationaux en tout cas. Et donc là, on a pas mal de choses à faire. Bien entendu, ça va être aussi les bourses. On a parlé des bourses CIFRE, qui sont des formidables moyens justement d'aider des doctorants à se développer, qui sont encore sous-utilisés, je trouve, dans notre pays, en tout cas par les entreprises. Des bourses aussi pour les internationaux. Mais c'est là aussi, on va aller parler avec les entreprises internationales. Si on veut être le campus du monde, il y a bientôt les entreprises françaises, basées en France, ou globalement internationales. Je pense qu'on a quand même quelques exemples aujourd'hui. Mais là, on va continuer aussi avec la partie chinoise. Les étrangers les plus importants à Polytechnique, c'est marocains, chinois, brésiliens. Donc c'est vraiment 3 parties du monde très, très différentes. Évidemment, on a plus de 20 ou 30 nationalités, mais on a à ce niveau-là pas mal de, justement, aller parler avec les entreprises, comme ça a été mentionné, mais du coup, au niveau global, pas uniquement au niveau français. Et le dernier point sur les entreprises, c'est qu'elles viennent aussi sur le campus. Historiquement, on a eu Thales, on a Danone, EDF, qui ont amené à côté du campus, je veux dire, mais là maintenant, on va avoir des entreprises dans le campus. Dans notre Innovation Center, on a Fujitsu, on a Cisco, on a Total qui arrive. Donc on est vraiment en train de créer ce campus à la fois accueillant et bouillonnant, puisque l'idée c'est vraiment que tout le monde se rencontre autour de la machine à café, il y a un peu de Wi-Fi, on connecte, etc. C'est cet élément-là qu'il faut qu'on continue à pousser. En tout cas, nous, c'est une des priorités. Voilà, et peut-être en conclusion, en dernier point, c'est que pour faire tout ça, il y a une équation économique, et en fait, il faut aussi se dire qu'il faut avoir les moyens de son ambition. Quand vous comparez avec les leaders mondiaux, le MIT, c'est 12 000 étudiants, c'est 3 milliards de budget. Le PFL, c'est 10 000 étudiants, c'est 1 milliard de budget. Nous, on est à moins. Alors pour le moment, avec 8 000 étudiants, on a des écarts, on va dire, de 1 à 2, voire 1 à 3, avec les excellents mondiaux. Alors, quand on parle de ça, on parle du périmètre. Donc ça inclut la recherche, et une bonne partie des budgets sont liés à des budgets de recherche. Et là, de nouveau, la puissance d'une institution, c'est aussi la puissance de sa recherche, la qualité de sa faculté et la sélectivité de ses étudiants. Et donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut changer d'ambition, changer de braquet, si je peux utiliser ce terme, en se disant, sur les 5 ans qui viennent, comment est-ce qu'on arrive dans la cour des grands mondiaux. Parce que là, j'ai parlé des Américains, j'ai parlé des Suisses, mais les Chinois ne sont pas très loin. On a des partenariats avec Tsinghua, avec Jiaotong, comme je mentionnais, et ils sont aussi sur un chemin où la taille, la puissance de la recherche qu'ils vont avoir, et donc les moyens qu'ils vont mettre pour développer leur faculté et leur empreinte académique, est très très élevé. Donc à nous justement de trouver les moyens, et là de nouveau les moyens, il n'y a pas une seule façon d'y arriver. Il y a des contributions d'État, des subventions d'État, on va avoir des contrats avec les entreprises, on va avoir des chais, on va avoir du mécénat, on va avoir de la valorisation d'entreprise, valorisation de la recherche. Il faut travailler sur tous ces éléments, les contrats européens aussi, que mentionnait la ministre tout à l'heure. Il faut simplement que chacune des institutions, en tout cas nous on travaille dessus de façon importante, puisse élargir son empreinte, puisqu'à la fin, avec des moyens, on peut justement atteindre cette ambition, avoir les meilleurs chercheurs, avoir les meilleurs étudiants, et puis leur rendre la vie facile pour que justement l'innovation avance. Donc voilà, c'est un petit peu les éléments que je voulais partager d'expérience après quelques semaines à l'école polytechnique. Et je redis peut-être ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que l'ambition, je pense, qui est discutée aujourd'hui est absolument atteignable. Il y a une belle dynamique qui est en cours. Et maintenant, c'est un peu d'opérationnel pour continuer de façon systématique sur tous les sujets. C'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas juste un sujet, on se dit tiens, si on fait ça, on va y arriver. Il faut travailler sur les 5-6 sujets que j'ai mentionnés et le faire, avancer. En tout cas à l'école polytechnique dont NUUNI, on est tout à fait partant et on est parti pour le faire. Et bien entendu, en partenariat avec de nombreux organismes, je mentionnais le CNRS, mais on a l'INRIA, on a le CEA. Il y a vraiment l'écosystème aujourd'hui, je trouve, est très aligné pour se dire c'est vraiment ce qu'il faut faire, et c'est ce qui est pour moi très positif et très encourageant et enthousiasmant. Voilà, je vous remercie de votre attention.